Salut à tous et bienvenue sur Osmosis. Aujourd'hui, on va parler d'un film vidéoludique. Ou plutôt d'un jeu vidéo filmique. A Way Out est donc un jeu d'action sorti le 23 mars 2018 sur PS4, Xbox One et PC, dans lequel vous devrez aider Léo et Vincent à s'échapper de prison pour régler leur compte avec ceux qui les ont envoyés faire ce petit séjour à l'ombre. Derrière cette histoire de double vengeance se trouve Joseph Fares, un nom qui doit forcément vous dire quelque chose si vous avez suivi même de loin les Game Awards. Donc oui, le Joseph est plutôt atypique, y compris dans son parcours qui s'éloigne un poil de ce qu'on a l'habitude de voir. Car avant de créer des jeux vidéo, Joseph Fares était un réalisateur de films. Et avant de réaliser des films, Joseph Fares était un enfant, né au Liban en 1977, soit au mauvais endroit, au mauvais moment. Car depuis 1975, le pays est en proie à une guerre civile meurtrière, dont les motifs sont aussi bien historiques et géopolitiques que religieux. Comme une forme d'échappatoire, Joseph développa son imagination et son côté artistique, tout en prenant conscience très tôt que l'avenir ne s'annonçait pas radieux pour ce type d'esprit. Malgré cette dure réalité, il y avait cependant une lueur d'espoir pour les Fares, la grand-mère de Joseph étant installée en Suède depuis quelques années. Lorsque la situation devint particulièrement critique, les Fares prirent la décision de quitter le pays, et après plusieurs tentatives infructueuses, c'est en 1987 que Joseph et sa famille foulèrent leur nouvelle terre d'accueil. Profitant d'une paix qu'il n'avait jamais connue, Joseph prit une revanche anticipée sur la vie et put enfin canaliser cet esprit créatif qu'il avait cultivé durant toute son enfance. Il jeta son dévolu sur le cinéma et tourna sa première vidéo à l'âge de 15 ans. Lorsqu'il intégra son école de cinéma à 21 ans, il affichait 50 courts-métrages au compteur et à peine 2 ans plus tard, son premier long-métrage Jala Jala était projeté dans les salles suédoises. Le film eut un gros succès en Suède et reçut même plusieurs prix émanant de différents festivals, Joseph devenant aux yeux du pays un réalisateur sur lequel il fallait désormais compter. Son imagination toujours fertile, il ne s'arrêta pas en si bon chemin et enchaîna les longs métrages, dont notamment Zozo, réalisation semi-autobiographique mettant en scène un enfant libanais fuyant la guerre pour rejoindre ses grands-parents en Suède. Probablement le film le plus personnel du réalisateur qu'on vous recommande si vous voulez en savoir plus sur le bonhomme. Mais maintenant, on va s'intéresser à l'aspect gamer du Joseph. Car oui, si notre ami était féru de cinéma, il n'en délaissait pas pour autant les manettes, et jouait sans restriction à tout ce qui pouvait se présenter à lui. Se qualifiant lui-même d'hardcore gamer, Joseph est un véritable passionné de jeux vidéo, et au-delà du simple plaisir de jeu, il découvrait également un tout nouveau médium que son imagination débordante pourrait mettre à profit. Ainsi, en 2010, le 6e long-métrage de Fares était en tête d'affiche, tandis qu'une université d'Örebro organisait une formation théorique au game design. Cinéma et jeux vidéo partageant de nombreux points communs, Fares fut alors invité par l'université pour parler de ses expériences en tant que réalisateur, metteur en scène et scénariste, afin que les participants à la formation puissent profiter de ses précieux conseils. Joseph accepta l'invitation et le courant passa si bien entre lui et ses élèves que ces derniers lui demandèrent s'il était intéressé pour réaliser le prototype d'un jeu qu'il avait en tête dans le cadre de la formation. Une occasion que Joseph saisit immédiatement, trop heureux d'avoir enfin l'opportunité de mettre en scène une histoire à laquelle il pensait depuis un moment. Une histoire qu'il savait ne pouvoir raconter qu'à travers un jeu vidéo. Le pitch était assez simple, deux frères qui cherchaient à sauver leur père malade sur fond de voyage initiatique. Le concept était déjà un peu plus atypique car le joueur devait contrôler les deux frères simultanément, chaque frangin étant assigné à un stick de la manette. Et si le gameplay faisait la part belle aux interactions entre les deux protagonistes, l'expérience, elle, devait impérativement être vécue en solo. Et c'est précisément cette partie qui fut la plus problématique lorsque le prototype fut terminé, et que Fares se rendit compte que cet embryon vidéoludique avait le potentiel pour devenir un véritable titre à part entière. Notre directeur créatif en devenir se mit alors en quête d'un studio capable de développer le titre, mais les échanges se déroulèrent grosso modo comme ça. Jeu coop. Oui, non, c'est bien pas ça. un jeu coop, en fait, c'est un jeu solo. Avec une seule manette en plus. Oui, il y a une seule manette, mais... C'est pas mal, oui, ça pourrait être le Dark Souls des jeux coop. Oui. Ne voulant rien céder de sa vision initiale, Fares se heurta dans un premier temps à de nombreux refus, si bien qu'il commença à douter de la faisabilité même de son jeu. Heureusement, la Suède vola une nouvelle fois à son secours par l'intermédiaire du studio Starbreeze, connu principalement pour ses FPS tels que la série Riddick ou encore Payday 2. Le studio cherchait justement à sortir de sa zone de confort, et le concept de Fares arriva à point nommé. Après une petite année de développement, Brothers, A Tale of Two Sons apparut sans crier gare sur les stores virtuels et fut auréolé d'un immense succès critique et commercial. Ainsi, tout comme lors de la sortie de son premier film, Joseph Fares venait de faire une entrée fracassante, cette fois dans l'industrie du jeu vidéo. Et là encore, se remettant tout juste de l'euphorie provoquée par les papiers élogieux sur son premier titre, le prochain conte de Joseph Fares prenait déjà forme. Si Brothers utilise la thématique du lien entre les individus comme élément central de sa narration, Fares avait encore beaucoup de choses à raconter sur le sujet. Cependant, là où dans Brothers le joueur était l'avatar désincarné du lien existant entre deux êtres unis par le sang, son prochain titre voulait explorer le processus
processus de construction dudit lien, en mettant notamment en scène des protagonistes initialement étrangers l'un à l'autre qui seront amenés à s'entraider par la force des choses. La narration tiendrait donc encore une fois une place centrale dans le futur titre de Fares, mais comme un miroir reflétant le thème abordé dans le jeu, l'expérience devrait cette fois être vécue impérativement à 2 joueurs pour faire sens. Alors que le pitch se mettait rapidement en place dans la tête de Joseph, le studio Starbreeze ne fut cette fois pas de la partie, la boîte admettant vouloir revenir à ses premiers amours, à savoir les FPS d'action. Comme convenu initialement, Brothers ne fut qu'une brise passagère dans l'histoire du studio, et les deux parties se quittèrent d'ailleurs en très bons termes. Profitant de sa notoriété nouvellement acquise, Joseph se mit une nouvelle fois en quête d'un studio pour réaliser son titre, un studio capable de retranscrire sa vision sans interférer, en lui laissant la liberté créative qu'il chérit tant, un studio qui acceptera de financer un jeu ne proposant pas de mode solo, et se jouant exclusivement en coop, et plus généralement, un studio qui répondrait aux ambitions d'un créateur n'ayant qu'un seul jeu, certes excellent, au compteur. Et bien contre toute attente, ce studio fut... Et oui, ce EA. Oui, bon, c'est EA, mais c'est pas tout à fait EA, mais on va t'expliquer. En juin 2016, tandis qu'on fêtait la sortie du 3e récap sur la chaîne, que certaines d'entre nous fêtaient leurs 30 ans, l'E3 battait son plein. Entre l'annonce de God of War, Death Stranding et Resident Evil 7, un titre plus confidentiel était présenté lors de la conférence EA, le jeu indépendant Few. En plus d'être assez sympathique, le jeu fut également l'occasion pour EA de mettre en valeur son programme de parrainage lancé 2 ans plus tôt et destiné aux développeurs et studios indépendants. Le principe, prendre en charge le financement, le marketing et la distribution d'un jeu, tout en laissant carte blanche au studio concernant la partie créative et le développement du titre. Deuxième effet Kiss Cool, l'essentiel des revenus générés, quand ce n'est pas l'entièreté, iront directement dans la poche des développeurs. Nommé EA Originals, le programme a 3 objectifs. Le premier est évidemment de permettre à des titres prometteurs de voir le jour. Le second, plus stratégique, est d'établir une relation privilégiée avec un portefeuille de talents qui ne demande qu'à être révélé. Enfin, les amateurs l'auront déjà deviné, le dernier objectif, qui était probablement le plus important pour l'entreprise, est de redorer une image de la société auprès des joueurs, image largement écornée suite à une politique économique oscillant entre le douteux et le proprement scandaleux. Dans ces conditions, autant dire qu'on émettait forcément quelques réserves sur le programme Originals, qui ressemblait plus à une immense opération marketing qu'à un véritable coup de pouce destiné aux indépendants. Néanmoins, lorsque l'on interroge les développeurs ayant bénéficié du programme, les engagements d'EA semblent respectés. Incroyable. L'éditeur jouant à 100% son rôle de soutien, laissant au studio toute latitude créative sur le développement, et lui reversant comme prévu la totalité des revenus générés par les ventes. Certes, ça n'enlève rien au côté purement marketing de la démarche, mais il nous paraissait important de préciser ces éléments, car on comprend que la simple vue du logo EA puisse déclencher des mécanismes de défense chez certains d'entre vous. Bref, tout ça pour dire qu'EA, via son programme Originals, se présentait comme le partenaire idéal pour réaliser le futur titre de Fares. Il monta alors une petite équipe de développeurs, dont une bonne partie des collègues avec qui il travaillait sur Brothers à l'époque, et fonda le studio Hazelight dans la foulée. Au final, il fallut presque 4 années de développement pour que Way Out parvienne jusqu'à nos écrans. Et forcément, depuis son annonce, on l'attendait fébrilement. Et on en a même parlé sur notre blog. Vous vous rappelez qu'on a un blog? Dans A Way Out, vous incarnerez Léo et Vincent, deux citoyens pas forcément modèles, envoyés en tôle pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Enfin, en partie. Nos 2 gaillards ont quand même trempé dans des affaires louches, et ont eu le malheur de se faire doubler par leurs anciens partenaires. Ils chercheront donc à s'échapper par tous les moyens de leur prison, afin de coincer ceux qu'ils croient être responsables de tout leur malheur. Malgré une méfiance réciproque et une certaine réticence à travailler en équipe, les 2 loustiques vont vite arriver à la conclusion qu'un partenariat pourrait s'avérer plus qu'utile dans le business de l'évasion. Les voici donc embarqués dans une aventure qui, sans trop spoiler, se poursuivra bien au-delà des murs de leur prison, cette partie ne représentant que le premier quart du jeu. Côté pratique, le jeu est donc uniquement jouable à 2 en ligne ou en local, chaque joueur devant choisir en début de partie le personnage qu'il souhaite incarner entre Léo et Vincent. S'il ne sera pas possible de switcher de personnage en pleine partie, le titre vous proposera toujours de changer de peau lorsque vous reprendrez votre session depuis l'un des chapitres déjà débloqués. Si cela ne choque pas en mode local, il faut savoir que Joseph Fares et son équipe ont décidé de conserver l'écran partagé même en ligne pour différentes raisons liées principalement à la narration et surtout à la mise en scène. Mais on y reviendra un peu plus tard. Enfin, toujours concernant le mode en ligne, le jeu ne propose pas de système de matchmaking afin de vous trouver un partenaire et il vous faudra donc obligatoirement inviter un joueur de votre liste d'amis Origin, Xbox Live ou PSN pour lancer l'aventure. De l'aveu même des développeurs, il s'agit d'un choix purement artistique, l'expérience faisant sens à partir du moment où elle est partagée avec un proche. Les développeurs ont eu néanmoins la bonne idée de permettre au possesseur du jeu d'inviter un ami n'ayant pas acheté le titre. Ce dernier recevra alors un code lui permettant de télécharger gratuitement A Way Out et de rejoindre ainsi son poteau en partie. Un geste très honnête qu'on ne peut que saluer. Et maintenant vous savez tout ça, on peut passer au jeu à proprement parler. Dans A Way Out, votre but sera respectivement de vous échapper de prison, puis de vous frayer un chemin jusqu'à votre némésis du moment. Le jeu se découpe en différents chapitres qui représenteront tout autant de lieux à découvrir et appréhender pour réussir vos objectifs. Naturellement, ces derniers feront la part belle aux interactions entre les 2 personnages, et le cadre de la prison se prête d'ailleurs très bien à la coopération, qu'il s'agisse
s'agisse de distraire un garde le temps que votre camarade récupère un outil ou s'infiltre dans un lieu spécifique, d'éclairer votre pote qui progressera à tâtons dans les sous-sols, ou simplement de vous faire la courte pour passer par l'un des nombreux passages normalement inaccessibles. Le jeu alternera ainsi entre puzzle, infiltration et séquences plus musclées, le tout entrecoupé par des scènes un peu plus contemplatives où vous serez libre de flâner dans la zone de jeu, le temps de discuter avec quelques PNJ, d'interagir avec l'environnement ou de vous adonner aux mini-jeux disponibles. Ces derniers se déclineront d'ailleurs généralement en une version 2 joueurs quand ils ne vous placeront pas directement l'un contre l'autre en compétition gentillette. Ordinairement, ces activités annexes se présentent surtout comme un moyen de souffler durant une progression certes rythmée mais globalement dirigiste, le jeu ne vous offrant que peu de marge de manœuvre sur la façon de triompher des différents chapitres. Ainsi, il n'y aura généralement qu'un seul moyen de résoudre les objectifs proposés, qui ne solliciteront d'ailleurs qu'un peu d'observation et de jugeote de votre part. Même chose durant les séquences d'infiltration qui n'offriront que peu de challenge, le timing pour vous faufiler entre les gardes étant au final très permissif. Idem pour les scènes d'action et de poursuite, dont la difficulté sera aux abonnés absents, avec une emphase sur les actions contextuelles plutôt que le gameplay émergent. Pour finir, le jeu n'est absolument pas punitif, et le fait de rater une manœuvre ne sera sanctionné que par un retour immédiat au dernier checkpoint, situé généralement quelques secondes avant votre faux pas, et ce autant de fois que nécessaire. Bref, tous ces éléments font qu'on a constamment l'impression d'être sur de bons gros rails. Mais est-ce vraiment problématique au vu des ambitions du titre? En concevant A Way Out, Joseph Fares souhaitait créer un jeu articulé autour de la construction des liens entre les individus, en mettant en scène deux personnages principaux aux personnalités complémentaires poursuivant un but commun. Alors il s'agit certes d'un processus convenu, même dans le domaine vidéoludique, mais qui fait ici complètement sens. Car contrairement à de nombreux titres, A Way Out met son gameplay au service de la narration et non l'inverse. Et de cette volonté découlent ainsi les choix qui ont été faits en termes de game design et de mise en scène. Ainsi, chaque interaction offerte aux joueurs seront autant d'occasions de renforcer les liens entre nos deux protagonistes, mais également entre vous et votre camarade de jeu, la progression dans le titre étant systématiquement conditionnée par votre capacité à travailler ensemble. Afin de mieux vous immerger dans l'histoire durant votre périple, Vincent et Léo échangeront régulièrement sur la situation en cours, le tout afin de vous aider à cerner leur personnalité, leur passif et leur motivation. Dans le même ordre d'idées, même les activités et discussions anodines avec les PNJ s'inscrivent dans cette démarche, chaque personnage réagissant différemment face à une même situation ou action, le jeu vous encourageant ainsi à buissonner autant que possible pour obtenir les éléments de caractérisation de Léo ou Vincent. Conçu avant tout comme une expérience narrative, on comprend également pourquoi le jeu ne s'embarrasse pas d'un gameplay exigeant et punitif, le but étant de fluidifier autant que possible la progression dans l'histoire. Avec tous ces éléments en main, on serait tenté de qualifier A Way Out de film interactif. Mais d'une, ce serait une grosse erreur, et de deux, ce serait carrément insultant. Car si A Way Out est bien une expérience narrative, il est impossible de la dissocier de sa composante interactive, sans laquelle elle n'aurait ni sens ni substance. Et ce, même si elle emprunte beaucoup à l'univers du cinéma, l'influence de Fares en tant que réalisateur étant omniprésente. Le jeu suppose de le vivre à deux, si possible avec un proche dans la même pièce selon Fares lui-même, car la thématique du lien doit dépasser le cadre de la narration diégétique sans s'en affranchir pour s'opérer au travers des joueurs devenus acteurs. Cela passe naturellement par un processus d'identification ou à minima empathique, mais là où le cinéma repose exclusivement sur son écriture et sa mise en scène pour y parvenir, le jeu vidéo offre une toute nouvelle palette de mécanismes liés à l'interactivité. Et sur ce point, A Way Out exploite constamment son support, parfois maladroitement, mais jamais inutilement. Loin des QCM verbeux des productions Telltales ou des phases vides de sens d'un Heavy Rain, A Way Out ne renie à aucun moment son médium, et chaque action proposée a son importance d'un point de vue narratif. Cela se retrouve également dans sa mise en scène, avec ce double point de vue constant qui sait se transformer et muter au gré de l'action pour mettre tour à tour l'accent sur l'un ou l'autre des personnages, tout en vous rappelant constamment que vous vivez cette fuite en avant avec votre camarade de jeu. C'est également l'occasion d'offrir des séquences à la mise en scène inspirée, notamment sur les phases de poursuite, qui offrent des duos de plans-séquences dont la minutie nous a franchement impressionnés. Bref, si l'on devait qualifier A Way Out, on parlerait non pas de film interactif, mais de jeu cinématographique. Et le parallèle avec le 7e art étant évident, on s'est rendu compte que le titre de Joseph Fares s'inscrivait dans un courant bien identifié. Moteur, action. 1967. Hollywood est mort. Les comédies musicales et les peplums, les baby boomers n'en veulent plus. Non, ce qui intéresse à l'époque, c'est plutôt le cinéma européen, et notamment la nouvelle vague française et le néo-réalisme italien. Le cinéma descend dans la rue. Le réel est au cœur de la création qui se teint de sincérité. En parallèle, la guerre du Vietnam, le Watergate, les assassinats de Martin Luther King et les Kennedy, ainsi que la guerre froide, brossent un monde bien sombre pour les Américains, et le brushing parfait de Sophia Loren devient carrément inapproprié. Bref, la fabrique à rêves a du plomb dans l'aile. Et les monstres sacrés du cinéma vont laisser leur
place à une nouvelle génération de créateurs. Le premier film à s'inscrire en rupture avec ses aînés est Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Non content de mettre en scène des parfaits anti-héros, il contient également la scène de mort la plus sanglante de l'histoire du cinéma de l'époque, finissant ainsi d'achever le sacro-saint Code Hayes, abandonné un an auparavant. Les années suivantes, Rosemary's Baby de Polanski et Easy Rider de Hopper connaissent également un grand succès en salle grâce à cette nouvelle génération de public marquée par la contestation générale. Pour les spectateurs d'alors, tout est nouveau. Les acteurs, les actrices, les techniques et surtout les réalisateurs. Les personnages sont des anti-héros peu fréquentables au questionnement très actuel, et ce quel que soit le genre de film. La figure du soldat, par exemple, passera du héros national courageux et bienveillant au pauvre pion perdu, écrasé par un système perfide bien plus puissant que lui. Le mal-être, la peur, la souffrance, les interrogations incessantes sont au cœur des scénarios. Les têtes d'affiche sont également renouvelées. Adieu les femmes fatales et les mâchoires carrées de l'hyper-virilité, place à des visages plus communs, parfois plus marqués par leurs origines. Cette période permettra de faire connaître pléthore d'acteurs et d'actrices aujourd'hui renommés. La technique évolue, ce qui permet de créer des situations inédites, d'autant que les caméras sont devenues bien plus légères et peuvent être portées à l'extérieur des studios. Les mouvements de caméra se font également plus novateurs et le cadrage devient beaucoup plus libre et moins figé. Les effets spéciaux vont également connaître une belle évolution, ce qui permettra de mettre au placard les costumes des Universal Monsters et d'explorer de nouveaux mondes. Beaucoup de genres dans la science-fiction retrouvent donc une nouvelle jeunesse, la création de dystopies permettant une critique profonde et acerbe de la civilisation occidentale. Car oui, on vous l'a dit plus tôt, le cinéma américain de l'époque délivre un message. Le message critique du réalisateur. Contrairement à la plupart des films de l'âge d'or d'Hollywood, où les producteurs avaient tout pouvoir décisionnel, le nouvel Hollywood redéfinit la place du réalisateur. La recherche de rentabilité passe le relais à la vision artistique, puisque c'est désormais lui qui dispose du final cut. Comme les réalisateurs européens, ils composent leurs films du début à la fin, de l'écriture au tournage en passant par le montage. Ils choisissent leurs équipes, leurs comédiens et comédiennes et redéfinissent le processus créatif du cinéma américain. Le rythme des créations est moins rigide, les personnages plus subtils et les fins parfois ambivalentes ou carrément ouvertes. Si les premiers films sont souvent créés avec de moindres moyens, leurs succès leur feront gagner en légitimité et donc en financement, permettant le mariage habile de leur créativité artistique aux besoins plus cupides des studios. D'ailleurs, on considère que c'est Spielberg et Lucas qui tueront involontairement le mouvement en inventant le principe même de blockbuster avec les incroyables Jaws et... En effet, la fin de la guerre du Vietnam entraîne également un revirement de goût chez le public qui ressent de nouveau le besoin de voir des films plus légers où tout finit bien et dans lesquels on peut s'évader. On considère que le nouvel Hollywood dure de 1967 au début des années 80 où deux circuits nets se dessinent alors, les productions indépendantes d'une part et le cinéma grand public de l'autre. Et pour nous, A Way Out s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Reprenons depuis le début. Déjà, l'action se déroule durant la période même du nouvel Hollywood. Les éléments diégétiques permettent de se situer à la fin des années 60 ou début 70, au vu des technologies, des décors et des vêtements, mais également de la guerre du Vietnam qui est évoquée dans plusieurs journaux. L'histoire du jeu met clairement en lumière une certaine sympathie pour les marginaux. Léo n'a clairement pas eu une vie facile, mais il essaye de s'en sortir, tandis que Vincent essaye de gérer sa situation de deuil et l'éloignement de sa femme. Et comme dirait Balavoine, ce ne sont pas des héros. Seule la vengeance les motive et sans spoiler, la figure de martyr du système est très bien amenée. Pour finir sur les personnages, ils sont plutôt opaques. Une fois le jeu terminé, nous n'avons pas toutes les clés pour comprendre chacune de leurs décisions et motivations. D'une manière générale, on est très loin d'être dans un monde parfait. Les seuls riches visibles sont des crapules, les vétérans sont des clochards, et les gardiens de prison sont corrompus. La place du réalisateur dans la conception du jeu est également prépondérante. On vous l'a déjà dit, Joseph Fares a eu son mot à dire sur tout, jusqu'à pousser Yeh pour que son jeu soit jouable à deux avec une seule copie. D'ailleurs, si c'est bien son frère qui double le sympathique Léo et en a inspiré les traits, c'est Joseph qui s'est occupé de la motion capture du corps du personnage. Quand il dit mettre de soi dans une œuvre, le gars rigole pas quoi. On pourrait pousser le bouchon concernant les visages d'ailleurs, celui de Léo étant très typé et celui de Vincent carrément passe-partout. On est loin d'un Nathan Drake ou d'un Adam Jensen. Au niveau plus technique, il y a une véritable recherche esthétique, et les mises en scène sont très léchées. La caméra, puisqu'il y en a clairement une, est chargée en sentiments. Elle n'est plus là uniquement pour nous donner le meilleur point de vue sur l'action. Enfin, et toujours au niveau esthétique, il y a un élément fondateur qui nous semble confirmer cette théorie. Le split screen. Si la technique du split screen ne date pas des années 70, c'est bien à cette période qu'elle sera mise en exergue. Bien qu'auparavant utilisée essentiellement pour filmer des conversations téléphoniques, Brian De Palma en fera sa signature personnelle, car pour lui, certaines scènes n'ont pas de point de vue idéal, concept fondamental du Hollywood classique. Si son rôle premier est bien de séparer et donc éloigner ou mettre en polarité deux points de vue, elle permet, par jeu de l'esprit, de se les approprier, de considérer une action dans sa globalité et de comprendre des points de vue, voire développer des sentiments pour les protagonistes jumeaux. Ces derniers sont donc à la fois littéralement divisés mais liés par une action, une unité de lieu, une
unité de temps et surtout un spectateur omniscient. A Way Out fait une très belle démonstration de l'usage du split screen. Joseph Fares confesse l'avoir utilisé comme outil narratif à part entière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est présent même en jouant en ligne, ce qui, techniquement, n'est pas nécessaire, et même malvenu selon les standards actuels. D'ailleurs, si les écrans splittés sont courants dans le jeu vidéo, on les a longtemps retrouvés dans les jeux en versus plus qu'en coop. Ici, l'écran est presque systématiquement coupé entre Vincent et Léo, ce qui permet aux joueurs une liberté de mouvement, d'action et surtout d'identification. De plus, la séparation bouge selon l'importance de l'action vécue par l'un ou l'autre. Elle est donc elle-même interactive. C'est une véritable matérialisation du fil narratif, du rail sur lequel se déroule le jeu. Les récits de vie de Vincent et Léo sont séparés, mais se rejoignent le temps de certaines cinématiques. Quelles que soient les décisions des joueurs, ces cinématiques se joueront invariablement, et les destinées se rejoindront. Les choix des joueurs laisseront place à deux destins prédéterminés par les plans stratégiques d'autres personnages, par les rouages mécaniques et implacables de la société, ou plus simplement par le script du jeu. Enfin voilà pour notre avis personnel, n'hésitez pas à nous donner le vôtre en commentaire parce que ça nous intéresse. Mais pour l'heure, il est temps de conclure sur le jeu. Titre expérimental, objet vidéoludique, film qui s'assume pas, A Way Out a écopé de nombreux sobriquets depuis sa sortie. Ce qui est sûr, c'est que l'œuvre de Joseph Fares est clairement atypique dans sa démarche, à savoir nous offrir une aventure, ou plutôt une histoire qui ne peut se vivre exclusivement à deux, et vous invitant à faire corps avec la narration. Si le procédé est original pour ce genre de titre, il n'en reste pas moins tributaire du scénario et de l'écriture, qui conditionneront principalement votre engagement auprès de Vincent et Léo, la force de Way Out ne résidant clairement pas dans son gameplay, qui ne souffre cependant d'aucun problème majeur, si ce n'est un manque de profondeur. Côté coop, si les interactions sont clairement scriptées, en ne laissant quasiment aucune place à l'improvisation, elles jalonnent constamment l'aventure, comme un éternel rappel de votre destinée commune. À défaut d'être réellement poussées en termes de manipulation demandée, elles savent se montrer variées dans leur forme, parfois même inventives, évitant le syndrome de la répétitivité qu'on aurait pu craindre au premier abord. Pour finir, le fait d'avoir constamment le point de vue de son compagnon à l'écran renforce le sentiment d'être embarqué dans une galère dont vous ne pourrez vous extirper qu'en travaillant main dans la main. À ce sujet, la qualité de votre expérience dépendra essentiellement de votre niveau de réceptivité envers les personnages et leurs tribulations, surtout que les plus pointilleux d'entre vous remarqueront quelques incohérences scénaristiques qui auront des chances de les sortir du jeu. Pas léger quand même. Et quand bien même cela n'arriverait qu'à un seul des deux joueurs, son compagnon en sera forcément impacté, la dimension sociale de Way Out dépassant largement le cadre des événements comptés à l'écran, l'état d'esprit des joueurs et leur engagement faisant dès lors partie intégrante de l'expérience. Néanmoins, pour les joueurs qui n'auront pas trop de mal à rentrer dans cette histoire de vengeance menée tambour battant, A Way Out marquera à coup sûr les esprits. À la fois accessible et rythmé, varié dans ses séquences et profitant d'une mise en scène inspirée, le jeu remplit son contrat initial en se payant le luxe de vous raconter à la fois des choses sur ses personnages, sur les relations que vous tisserez avec eux et même entre vous. Au final, si le jeu ne cache aucunement son affiliation au 7ème art, aussi bien dans la forme que dans le fond, A Way Out n'en reste pas moins un véritable jeu vidéo dont la proposition coopérative est globalement maîtrisée. Dans ces conditions, il nous paraît difficile de ne pas vous le recommander, à moins que vous ne soyez particulièrement allergique à une progression dirigiste. Pour notre part, on a clairement apprécié le voyage de bout en bout. Voilà, cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu comme d'habitude, on vous invite à le partager, à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. Si vous voulez parler du jeu ou du nouvel Hollywood, n'oubliez pas qu'on est sur tous les réseaux sociaux de l'internet moderne. Et on a également un Tipeee qui nous permet de faire vivre la chaîne grâce à vous. Sur ce, nous, on vous dit à bientôt, peut-être au Stunfest, et sinon, à la prochaine. Salut! Ciao, ciao!